Bien, bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Richard Vaillancourt et j'habite en Alberta. Je suis agent de programme à la Commission nationale des parents francophones. Il me fait plaisir d'agir aujourd'hui à titre de modérateur de cet atelier. L'atelier d'aujourd'hui mettra en lumière différents modèles de partenariat en petite enfance qui ont pour objectif de favoriser dans les communautés francophones l'accès à un plus grand nombre de places en service de garde en français et en assurer la viabilité. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par un groupe de panélistes expérimentés provenant de différents milieux. Ils nous feront part de leurs expériences dans la mise en place d'initiatives novatrices et personnalisées. Donc, on a avec nous aujourd'hui Marie-André Assenain, qui est directrice générale à la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. On a également Mme Suzanne Saunier, qui est directrice générale au Centre d'appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse. Bonjour. Et on a ensuite Mireille Péloquin, qui est directrice générale à la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Bonjour. Bonjour à vous trois. Donc, je rappelle aux participants qu'il y aura une période de questions d'environ 10 minutes à la fin de la séance. Donc, les participants peuvent écrire leurs questions dans le clavardage au fur et à mesure et certaines seront sélectionnées lors de la période de questions. Donc, d'entrée de jeu, chers panélistes, j'aimerais vous poser une première question. Dans le fond, on vous a demandé de nous partager un exemple de partenariat qui favorise l'accès à davantage de places dans votre milieu. On a 3 exemples différents. Donc, Marie-André nous parlera du partenariat en milieu scolaire, Mireille, davantage avec le milieu privé, et Suzanne, avec le milieu communautaire. Donc, Marie-André, à toi la parole. Oui, alors en Colombie-Britannique, la plupart des garderies, services de garde scolaire sont dans les écoles du Conseil scolaire francophone. Donc, évidemment que le CSF est un partenaire très privilégié pour nous sur plusieurs aspects, mais entre autres, le fait qu'on soit hébergé, la plupart des garderies sont hébergées dans leurs écoles. Ça fait en sorte qu'on a vraiment un partenariat là, au niveau comme pour s'intégrer dans le milieu scolaire. Dans la province, chez nous, au niveau du gouvernement, il y a des nouveaux financements pour de l'immobilisation, donc l'installation de nouvelles portatives ou les rénovations d'immeubles pour pouvoir y loger des nouvelles garderies, donc créer des places en garderie dans la province. Et au niveau francophone, bien, on s'est vraiment alliés, on a créé un partenariat bien spécial avec le Conseil scolaire francophone pour pouvoir aller chercher ce financement-là pour augmenter le nombre de places en garderie francophone dans la province. Alors, pour le moment, on a 3 projets de partenariat en cours. Il y en a un qui est déjà réalisé dans la communauté de Nanaimo et on attend des nouvelles du gouvernement pour 2 autres projets dans 2 localités de la province. Alors, c'est vraiment un partenariat qui est très, très fructueux. Puis, dans la dernière année, je pourrais dire aussi, peut-être en lien avec COVID, qui est dans nos vies puis qui touche autant le milieu scolaire que le milieu des garderies. Le Conseil scolaire a créé une cellule de crise qui travaillait avec toutes les personnes de chacun des directeurs de chacun des département du conseil scolaire pour faire la gestion de la crise et ils ont invité leurs partenaires, donc la Fédération des parents, pour pouvoir faire partie de ce comité-là au niveau de la gestion puis des communications pour COVID par rapport aux garderies. Donc, on a pu à ce moment-là intégrer, par exemple, les plans de relance, les plans de réouverture des garderies à même ceux des écoles. Donc, il y a vraiment une harmonisation là, des plans d'intégration par rapport à COVID dans les écoles et dans les garderies. Donc, c'est vraiment un partenariat là, qui est très, très fructueux. Excellent. Bien, merci beaucoup, Marie-André. On va aller maintenant vers Mireille en Alberta et son partenariat davantage en lien avec le milieu privé. Je suis contente que je passe tout de suite après Marie-André parce que ça fait c'est une belle transition. Justement, en Alberta, c'est un des constats, c'est que oui, effectivement, on a des services de garde dans nombreuses écoles et la majorité des services de garde en Alberta sont rattachés aux écoles francophones. Mais lorsqu'on parle de créer des nouvelles places, le potentiel de créer des nouvelles places est très limité si on est rattaché, si on se base uniquement sur le secteur scolaire comme partenariat. Alors, c'est là où, comme Fédération des parents, on s'est associé au Conseil de développement économique et on est en train justement de développer tout un réseau
avec les entrepreneurs privés, en particulier des garderies en milieu familial. Alors, nous, on a 2 types de partenariats. On est avec les organismes but non lucratifs, et oui, un bon nombre sont dans les écoles francophones, mais on a aussi un partenariat avec des entrepreneurs qui ont des services de garde dans leur foyer. Alors, on est vraiment en train de développer ce secteur-là. Ce qu'on constate en Alberta, surtout avec l'annonce fédérale récemment de vouloir investir beaucoup en petite enfance, c'est qu'en Alberta, 50% des services de garde, puis là je parle de la majorité, 50% des services de garde sont dans le secteur privé, sont gérés par des individus privés. Ça, je parle de la majorité. C'est pas le cas chez les francophones. Alors, c'est juste pour dire comment qu'on a du potentiel en Alberta. Et vraiment, on développe ce partenariat-là. On doit travailler avec le Conseil de développement économique pour développer ce secteur-là. Excellent. Bien, merci beaucoup, Mireille. Bien, on va aller du côté de la Nouvelle-Écosse maintenant avec Suzanne et nous parler de son partenariat davantage dans le milieu communautaire. Oui, ben moi, merci. C'est un petit peu une combinaison des deux. La Nouvelle-Écosse, juste pour faire la mise en contexte ou peut-être mieux comprendre comment est-ce que les partenariats se sont formés, c'est qu'en Nouvelle-Écosse, comme les gens savent, on est très dispersés, les communautés acadiennes francophones. Donc, dans la Nouvelle-Écosse, on compte 10 centres de la petite enfance acadiens francophones qui sont agréés et qui sont des associations à but non lucratif. On voit qu'un de ces 10 centres-là, dans la région centrale, qui a 7 sites sous sa propre gestion. Puis là, on a aussi un centre qui est à temps partiel. Donc, on a un petit peu un mélange de tout dans la province. Puis, on inclut aussi dans ce mélange-là une agence de garde en milieu familial qui est agréée. Donc, c'est la seule agence de garde en milieu familial francophone de la province. Puis, à l'exception d'un centre de la petite enfance qui est propriétaire de sa propre édifice et l'agence de garde en milieu familial qui est propriétaire de sa propre édifice. On retrouve tous nos CPE dans les écoles du Conseil scolaire acadien provincial. Donc, c'est quand même un mélange. C'est toute la communauté qui a développé ces services ici, mais sans doute avec la collaboration du Conseil scolaire acadien provincial dans plusieurs des cas, puisqu'ils sont logés dans leurs écoles. Quand on parle à les partenariats, le CAPNEI, dont le Centre d'appui à la petite enfance, est situé à l'Université Sainte-Anne, nous, on travaille à créer des partenariats et à un moment donné, on a créé un réseau provincial des partenaires acadiens francophones qui s'intéressent au développement du secteur de la petite enfance dans notre province. Donc, ces partenariats-là incluent les CPE, le CAPNEI, l'Université Sainte-Anne, le CSAP, le Conseil de développement économique, équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse, réseau santé Nouvelle-Écosse. Donc, ce groupe-là partage vraiment des informations et identifie des projets selon les besoins apportés à la table. C'est que la collaboration entre ces partenaires-là est vraiment essentielle pour avancer les dossiers qui sont identifiés. J'aimerais revenir sur le partenaire du Conseil scolaire acadien provincial quand même, parce que c'est super important qu'il faut reconnaître que c'est vraiment le Conseil scolaire acadien provincial qui, depuis de nombreuses années, permet au centre d'offrir des services de garde dans presque toutes les communautés où on retrouve une école de langue française. Même dans les régions où il y a un manque de services de garde, le CSAP s'intéresse vraiment à collaborer avec les centres pour intégrer la construction d'un CPE dans soit des rénovations ou des nouvelles constructions. On regarde vraiment à des centres scolaires communautaires et c'est là qu'on retrouve vraiment, on va chercher des partenaires pour siéger à un comité qui va travailler sur toute la conception de la partie communautaire qui va être attachée à l'école. Donc, c'est vraiment ça le gros de notre partenaire nos partenaires communautaires. Une de nos plus grosses initiatives je vais parler dans notre prochaine question, je m'imagine, ce sera celle des services partagés.
et puis la fusion des CPE. Puis c'est lorsqu'on est rendu en Nouvelle-Écosse. Dans un premier temps, on pensait que ça allait être plutôt régional, mais là, on voit que ça va être d'envergure provinciale. Ça fait que j'en parlerai davantage à la prochaine ronde de questions. Merci. Excellent. Merci aux panélistes. Merci de nous avoir brossé un portrait de quelques partenariats dans votre milieu. Et j'enchaînerai justement peut-être avec la prochaine question qui vous permettra peut-être justement d'élaborer davantage par rapport à vos mécanismes de partenariat. Donc, on sait qu'il faut faire preuve d'innovation dans le secteur de la petite enfance. Puis on vous a demandé finalement de nous parler des mécanismes que vous avez mis en place en collaboration avec les gens de votre milieu pour soutenir de façon durable le maintien et la création de places en service de garde. Et sur ça, je pense que je vais aller vers Mireille pour commencer ce tour de table. Merci, Richard. Mais justement, là, je retourne en 2016 quand la FPFA, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui les services de soutien à la gestion des services de garde. Et notre modèle en Alberta est vraiment une question de... ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on voulait vraiment respecter l'autonomie locale. On veut vraiment permettre aux services de garde de rester dans la communauté. Il y avait beaucoup de réticences de centralisation, de comme un genre de takeover. Puis, alors, on voulait vraiment respecter les comités de parents qui avaient des services, mais on voulait leur donner un soutien ou vraiment adressé où il y avait des difficultés. Alors, les difficultés, c'était beaucoup dans la gestion des ressources humaines, gestion financière, recrutement, rétention des employés, toutes ces affaires-là. Alors, on a centralisé à la FPFA les services. Et ce qu'on fait, c'est qu'on entame un contrat avec une société de parents et la société de parents maintienne le lien local. Ça permet... Alors, c'est ça, on a centralisé l'administration, mais on a décentralisé ce que nous, on appelle la portion qualité. Parce qu'on ne vit pas dans toutes ces communautés-là. Et on a besoin d'avoir un lien. Puis, c'est certain, on est la Fédération des parents. C'est important pour nous d'impliquer les parents dans le processus. Alors, de maintenir... et aussi, nos éducatrices chefs, nos directrices de services de garde. Ils étaient poignés dans l'administration, alors ils n'étaient pas capables, eux, de faire ce qu'on vient de discuter dans l'atelier précédent avec Ronald Bisson, tout ce qui est, on appelle l'accueil, l'accompagnement du parent, le leadership pédagogique. Alors, on a centralisé l'administration, puis on a décentralisé ce qu'on appelle la qualité. Et bien sûr, une grande portion de la qualité, c'est l'accueil et l'accompagnement du parent. Fait que là, la directrice qui est sur place est beaucoup plus disponible pour accueillir les parents, répondre aux questions, leader son équipe et du développement professionnel pour elle-même. Ou lui-même, excuse. Plus général. Je pense merci, Mireille. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mireille? Ben, c'est ça. En termes de les entrepreneurs, pour les entrepreneurs, justement, on veut faire exactement la même chose avec les entrepreneurs parce que un entrepreneur dans un foyer, il est tout seul, il n'y a pas de collègue de travail, il n'y a pas d'employé. Alors, on veut que cet entrepreneur-là devienne un leader pédagogique et un expert en construction identitaire et en accueil et accompagnement du parent. Alors, encore, on veut centraliser un peu le côté administratif pour pouvoir appuyer l'entrepreneur qui va être sur place et devient vraiment un passeur culturel. Bien, merci Mireille. Puis je crois comprendre aussi qu'en Alberta, il y a plusieurs fournisseurs privés, n'est-ce pas? Oui, puis une des choses que j'ai mentionné avant, c'est qu'avec le Conseil de développement économique, justement, là, dans notre approche pour recruter des fournisseurs, on travaille très proche avec le Conseil de développement économique. Lorsqu'on fait des sessions d'information, le Conseil de développement économique est avec nous. Alors, nous, c'est vraiment la gestion d'un service de garde. Mais le Conseil de développement économique, c'est tout ce qui est le côté entrepreneur. Comment enregistrer sa compagnie, son plan d'affaires, les finances, c'est quoi ses objectifs d'ici 5 ans, tout le côté d'expertise qu'on n'a pas. Alors, on est complémentaires l'un à l'autre.
Puis ça, on l'a négocié tout de suite au début, puis on fait des sessions d'information régulièrement avec eux, puis ça marche à merveille. Excellent, bien merci pour ce tour en Alberta. Maintenant, on va se rendre en Nouvelle-Écosse. On va aller voir Suzanne qui va nous parler du mécanisme en tout cas du moins sur lequel vous planchez actuellement. Oui, c'est ça. Donc, depuis quelques années, le CAPNAI a soit initié ou entamé des recherches et des analyses pour voir comment renforcer et assurer la rentabilité et la stabilité financière de l'ensemble de nos services de garde. Dans nos communautés acadiennes, on cherchait vraiment à trouver une solution à le fait que nos communautés acadiennes et francophones sont très dispersées, ils sont éloignés d'une et l'autre. On essaie de trouver une façon de solutionner à plusieurs besoins. Les domaines prioritaires qu'on avait ressortis à ce moment-là dans les études et les recherches, ça nous montre vraiment des besoins dans les ressources humaines, les espaces et les infrastructures et la gouvernance. Donc, depuis ce temps-là, le CAPNAI a exploré plusieurs options. Puis on est arrivé à la conclusion qu'une fusion soit régionale ou provinciale ou des services partagés nous permettra de développer, d'améliorer et de renforcer leur capacité et d'assurer la soutenabilité de ces centres de la petite enfance, incluant leur capacité de contribuer au coût différentiel des services partagés. Et en plus d'améliorer la rémunération des éducatrices, des salaires, des meilleurs bénéfices, conditions de travail, etc., etc. Donc, on cherchait vraiment à comment est-ce qu'on pouvait avancer avec un tel projet. C'est que vraiment, pendant les 2 dernières années, et surtout vraiment pendant cette dernière année-ci, les directrices des CPE se sont rencontrées beaucoup plus fréquemment pour discuter ensemble leurs défis, partager un petit peu les choses qui fonctionnent moins bien. C'est qu'on a vraiment rapproché les directrices des CPE pendant cette dernière année de pandémie. On dirait qu'on ne voyait rien de positif avec la pandémie, mais une chose en Nouvelle-Écosse, c'est qu'on a vraiment réussi à rapprocher nos directrices des CPE. Le processus de rapprochement quand même entre les directrices nous a créé vraiment un réseau qui souhaite vraiment à collaborer plus ensemble pour faire avancer des projets en commun. Puis bien sûr, en particulier ici en Nouvelle-Écosse, c'est à notre vision d'une fusion ou des services partagés éventuels. C'est qu'on avance un petit peu quelques mois plus tard. C'est qu'on a eu des collaborations avec notre Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse et bien sûr, ça s'est enchaîné à une demande en collaboration avec la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse et le CAPNAI, et on a retenu les services de 2 consultants pour entamer une autre recherche, ou j'espère, je ne vais pas dire dernière recherche, mais pour développer ce projet ici, pour nous proposer des scénarios financiers et nous fournir des recommandations sur une fusion ou des services partagés en petite enfance pour les CPE acadiens et francophones de la province. C'est que le rapport a été soumis au CAPNAI le 31 mars dernier, donc c'est assez récent. Et puis, la recommandation principale qu'on veut valider, ce que nous pensions vraiment, c'est la recommandation principale qui est sortie, c'est que le CAPNAI favorise en collaboration avec ses partenaires la fusion de l'ensemble des services de garde acadiens et francophones en Nouvelle-Écosse, y compris notre agence de garde en milieu familial. Donc, c'est une recommandation qu'on souhaitait, mais en tout cas, c'est ça qui est sorti sur blanc et noir. Et puis, c'était vraiment pour assurer la stabilité financière, puis qui est particulièrement précaire pour la plupart de nos services de garde en région rurale. C'est avec la fusion aura pour alléger la charge de travail des gestionnaires sur le plan opérationnel, tout en améliorant le positionnement des services de garde acadiens francophones face à leurs partenaires gouvernementaux et communautaires. Dans un contexte d'une telle fusion, certains services seront regroupés et centralisés dans une seule entité
administratives et le projet de service partagé ne sera alors plus pertinent. Ça fait que si la Nouvelle-Écosse réussit à faire cette fusion provincialisée, on ne parlera plus de certains services partagés, on ira toute la gang dans ce modèle-là. Les licences seront regroupées dans un contexte de fusion. Chaque service de garde en installation possédera sa propre licence, quand au service de garde en milieu familial agréé, la licence est détenue par l'agence mère. Ça fait que juste avant la remise du rapport, et c'est là qu'est un petit peu la grosse nouvelle des dernières semaines, c'est que juste avant la remise du rapport final des consultants, le CPE de la région centrale d'Halifax, qui est le plus gros centre de la petite enfance agréé en Nouvelle-Écosse, y inclut les anglophones. C'est un centre qui a 7 sites dans la région centrale, qui est appelé le Petit Voilier. Nous a approché le cabinet avec leur propre analyse de la situation et nous a proposé la possibilité d'un projet de fusion des CPE agréés acadiens francophones, la Nouvelle-Écosse, ainsi que l'Agence de la garde en milieu familial à la structure existante du Petit Voilier. Donc, le Petit Voilier qui se situe, comme j'ai dit, dans la région centrale et qui a déjà sous sa gestion 7 sites, a déjà développé et maintient un modèle de gestion super intéressant et très prometteur pour une fusion potentielle avec les autres centres. C'est que leur structure actuelle inclut tout ce qu'on peut s'imaginer là au niveau de ressources humaines, la comptabilité, la technologie, l'appui au centre. Donc, tous ces éléments-là existent déjà et on se dit, ben, si la structure existe déjà, pourquoi créer, pour réinventer la roue? Donc, à ce moment ici qu'on se parle, les directions des centres ainsi que leurs conseils d'administration sont en train d'être informés des résultats de l'étude de nos consultants et l'offre qui est sur la table présentement du Petit Voilier. Les choses avancent à grands pas. Il y a une forte volonté des centres agréés de se fusionner. Ça fait que les directrices, les CA sont en train de nous dire c'est dans cette direction-là qu'on est super intéressé par le projet qui est sur la table. Il y a plusieurs réunions qui sont cédulées là pendant les prochaines 2 semaines avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, ainsi que les CA de toutes les CPA. Et le petit voilier pour vraiment identifier les prochaines étapes qu'on doit prendre pour commencer le processus de fusion provinciale. Bien, écoute, merci beaucoup, Suzanne. C'est très agréable de voir les développements, je veux dire, au cours des dernières heures même. Donc, c'est intéressant. Ben, merci beaucoup, Suzanne. Et on va se tourner maintenant vers Marie-André. On va retourner en Colombie-Britannique. Et Marie-André, tu pourras nous parler de ce que vous avez créé comme mécanisme au sein même de votre fédération de parents. Oui, c'est ça. Merci, Richard. Donc, nous aussi, on se base vraiment sur des consultations auprès de nos membres, auprès des gestionnaires de services de garderie, puis on se fonde vraiment nos actions sur les besoins du milieu. En 2018, on voulait vraiment avoir, on s'est réunis avec les partenaires, puis notre objectif, c'était vraiment d'augmenter le nombre de places en garderie, qui est un réel besoin chez nous dans la province, et particulièrement, évidemment, des services de garde ou les places en garderie francophones qui sont gérées par et pour les francophones. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est vraiment que les centres actuels avaient besoin de plus d'accompagnement de façon un petit peu plus soutenue dans leur gestion quotidienne au niveau des ressources humaines, au niveau de l'administration du centre. Et l'autre volet aussi qui est ressorti de l'étude, c'est que dans plusieurs régions, soit les parents étaient fatigués de gérer le centre parce qu'on sait, là, bon, c'est comme des petites entreprises, des garderies, donc ça demande énormément pour des parents bénévoles de pouvoir faire la gestion optimale d'une garderie. Donc, dans plusieurs régions, il y avait une fatigue là, de la part du comité de parents. Et dans d'autres régions, les parents n'étaient pas du tout intéressés de prendre en charge un projet de démarrage de garderie ou de gestion de garderie. Alors, on a cogité ça pendant quelques années et
L'année dernière, on a créé une nouvelle entité. C'est une équipe au sein de la fédération. Donc, c'est pas nécessairement une coopérative ou un nouvel organisme à but non lucratif. C'est vraiment au sein de la fédération. Une petite entité qu'on appelle le FAR-CB. Et ce que c'est le FAR-CB, c'est vraiment une équipe qui est dédiée aux garderies francophones dans la province. Donc, c'est une équipe qui s'occupe des démarrages de nouveaux services ou d'accompagnement pour des démarrages qui sont faits, par exemple, qui sont gérés plus tard par une association de parents ou un autre organisme. Ça peut être aussi des démarrages d'une garderie qui sera gérée éventuellement par la Fédération des parents. On offre aussi l'accompagnement, des services d'accompagnement, par exemple au niveau des ressources humaines, au niveau de la formation du personnel, au niveau de la gestion au niveau financière, des centres qui sont gérés par d'autres entités. La plupart chez nous, c'est des associations de parents qui gèrent les garderies. Et l'autre volet, c'est la gestion de nos propres garderies. Donc, la Fédération, présentement, la Fédération des parents, gère 2 garderies francophones et on a un projet d'en ouvrir 6 autres pour la prochaine année scolaire. Donc, on a vraiment une équipe qui est dédiée à 100% de leur temps, qui devient des experts là, dans la gestion de garderies. Donc, c'est vraiment un bel atout pour la communauté francophone dans son ensemble parce que chaque garderie francophone qui existe dans la province peut faire appel à l'équipe du FAR pour différents services. Et le FAR, l'équipe du FAR ne fonctionne pas seulement avec la fédération, c'est-à-dire qu'on a plusieurs partenaires qui nous aident à atteindre vraiment une performance optimale au sein du FAR-CB. Par exemple, la Société de développement économique nous aide au niveau de tout ce qui est le développement des ressources humaines et la gestion financière des centres. Donc, il y a vraiment une expertise de ce côté-là qu'on est allé chercher auprès de ce partenaire-là. Au niveau du partenaire, quand je parlais tout à l'heure de la formation pour les éducatrices et les travailleurs en garderie, on est allé s'allier avec Collège Éducacentre, qui est notre collège communautaire chez nous dans la province, qui offre des services en français, entre autres toute la question de la certification là, pour l'éducation à la petite enfance. Donc, on est allé s'allier avec eux pour pouvoir offrir des formations du développement professionnel puis de la formation de base aussi pour le personnel qui travaille en garderie. Et évidemment, j'en avais parlé tout à l'heure, le Conseil scolaire francophone, qui est toujours un partenaire, un grand allié pour nous, pour tout ce qui est du développement là, de l'immobilier, du côté physique des places en garderie. Donc, c'est un partenaire qui est toujours très, très important pour nous. Excellent. Merci, Marie-André. Puis encore là, un projet ou une initiative qui s'est décuplée là, au cours des derniers mois. Là, donc, bravo à votre équipe. Il y avait justement là, des gens qui justement mentionnaient l'importance du travail là, que vous faites avec le phare. Donc, excellent. Bien, sur ça, je vous amènerai à la 3e question. Finalement, quand on parle de services de petite enfance francophone, on parle aussi de services de qualité. La qualité en général, oui, mais on parle également de la qualité francophone, donc l'aspect particulier de nos services en français. Donc, si je vous demandais, quelle est l'importance que vous accordez à la qualité francophone des services de petite enfance dans votre milieu? Puis, je commencerai avec Suzanne. OK, bien, merci Richard. Pour nous, la qualité est super importante. Comme un organisme qui est dévoué à la petite enfance des communautés acadiennes et francophones, ici en Nouvelle-Écosse, on fait beaucoup de travail avec les centres agréés qui doivent répondre à des normes et des standards qui sont donnés par la province. La question qu'on doit se poser, considérant le potentiel de créer des places selon différents modèles de services, c'est comment, au bout de la ligne, qu'on peut assurer la meilleure qualité en petite enfance en français pour nos tout-petits. Puis, il ne faut vraiment pas perdre vue de ce qui est le plus important, c'est le bien-être et la sécurité des enfants. La transmission de la langue et la construction identitaire sont essentielles, mais il ne faut quand même pas négliger tous les besoins de développement chez l'enfant.
il est vraiment primordial que les lignes de communication avec les intervenants en petite enfance des communautés acadiennes et francophones de notre province, par exemple, comme le CAPNEI, les CPE, le conseil scolaire, l'Université Sainte-Anne, et que le gouvernement, ces communications-là doivent vraiment demeurer solides et ouvertes. La création de nouvelles places doit se faire en s'assurant que la qualité du service n'est pas compromise. Ça, c'est quelque chose que nous autres, on tient vraiment à chaque fois qu'on a des discussions avec le ministère ou peu importe quel partenaire, puis dire, OK, on va créer d'autres places, ben oui, c'est ce qu'on cherche, mais vraiment, il faut s'assurer que la qualité va toujours être là. On sait qu'avec la qualité, les éducatrices hautement qualifiées deviennent vraiment une priorité pour tous, parce que c'est là qu'on va trouver des services de qualité. Je voulais mentionner aussi qu'en Nouvelle-Écosse, le ministère du Développement et de la petite enfance a développé il y a déjà quelques années un cadre pédagogique pour l'apprentissage des jeunes enfants en Nouvelle-Écosse. Les CPE se réfèrent à ce cadre ici afin d'assurer qu'il y a un certain niveau de qualité des services qu'ils offrent. À l'intérieur de ce cadre ici, on y retrouve un objectif spécifique dirigé au centre, offrant des services aux Acadiens francophones en milieu minoritaire, et s'indique que ces enfants ici vont acquérir une solide base en français, une des 2 langues officielles du Canada. C'est qu'à la moment de la conception de cet objectif, le réseau de la petite enfance en Nouvelle-Écosse qu'on a créé avec différents partenaires a vraiment appuyé le CAPNEI dans ses démarches de revendication pour s'assurer qu'auprès du gouvernement, on allait inclure un tel objectif dans ce cadre pédagogique-là qui est officiel pour notre province. Puis c'est un objectif qui inclut comme les meilleures pratiques qui n'aura autrement pas vraiment été inclus dans le cadre. Donc, c'est plus ou moins une grosse victoire pour la communauté acadienne parce que nous, à chaque fois que le gouvernement développe des outils ou des documents officiels de notre province. Souvent, c'est en anglais. Parfois, il y a une traduction. Plus récemment, il y a plusieurs traductions. Mais avec le cadre pédagogique, on a quand même réussi à avoir un objectif qui était spécifique pour les centres de langue française de notre province. Aussi, les centres de la petite enfance agréés en Nouvelle-Écosse participent à un programme qu'on appelle la qualité ça compte. Et puis, ça a été vraiment conçu pour s'assurer qu'on va renforcer la qualité des services offerts dans le cadre d'un processus d'amélioration continue de qualité. Donc, la participation est obligatoire pour les centres de la petite enfance agréés qui bénéficient des subventions de la province. Donc, c'est vraiment basé sur toutes sortes de lignes directrices ou des indicateurs de qualité. Donc, les centres qui reçoivent du financement de notre province sont obligés de participer à ce programme ici qui s'appelle la qualité ça compte. Puis là, ben bon, juste pour terminer, c'est que la qualité dans nos services repose sur plusieurs éléments, mais il faut quand même clairement souligner que la qualité n'existe pas sans un personnel hautement qualifié qui pratique les compétences acquises de façon consistante. Donc, c'est vraiment ça notre grosse affaire, là, c'est de s'assurer que oui, on veut la qualité, mais on sait que dans le domaine de l'éducation de la petite enfance, si on se dote d'un personnel hautement qualifié, tu vas certainement avoir une meilleure chance d'arriver à cette barre-là de qualité qu'on cherche. Excellent. Bien, merci beaucoup, Suzanne, pour ce partage. Et je me tournerai maintenant vers Marie-André. On va retourner en Colombie-Britannique. Par rapport à la question de la qualité, Marie-André, quelle importance vous y accordez? Oui, la qualité est très, très importante dans les garderies. C'est d'ailleurs ce que les parents veulent. Les parents cherchent des garderies de qualité pour leurs enfants, des garderies qui vont aussi permettre à leurs enfants de développer la langue, développer le sentiment d'appartenance à la communauté francophone et la culture aussi, ou les cultures francophones, puis bien préparer l'enfant à entrer ensuite à la maternelle francophone.
Donc, c'est très important. Puis, Suzanne le soulignait, là, au niveau de la qualité, ça doit passer par le personnel. Et c'est vraiment ça sur quoi on s'est basé là, dans nos actions dans la dernière année avec le FARCB. C'est d'offrir vraiment de l'accompagnement, du développement professionnel pour les membres des équipes qui étaient sur place, qui travaillaient déjà en garderie. Parce que, bon, chez nous, dans la province, en 2020, il y a eu un nouveau cadre pédagogique pour la petite enfance. Donc, c'est important pour les éducatrices de pouvoir prendre connaissance de ce cadre pédagogique-là et de commencer à instaurer tranquillement, pas vite, ces nouveaux apprentissages-là dans leur programmation concrète de garderie. Et une chose qui est intéressante chez nous, c'est dans le nouveau cadre pédagogique, il y a beaucoup d'emphase sur les pratiques autochtones et l'éducation autochtone. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a fait découvrir aux éducatrices tout ce nouveau volet-là. C'est un partenariat avec le conseil scolaire qui est quand même très expert là, de ce côté-là. Donc, on est allé chercher cette expertise-là pour que nos enfants puissent développer tout ce volet-là, le lien avec les communautés autochtones qui sont très fortes chez nous en Colombie-Britannique. Donc, tout ça fait en sorte que les enfants peuvent bénéficier des programmes éducatifs qui sont encore plus de qualité dans nos centres. Puis ça met les parents en confiance. Lorsqu'ils déposent leur enfant en garderie, ils savent que bon, le personnel est bien formé, la garderie puis les gestionnaires respectent bien aussi les règles puis l'encadrement qui est offert par la province, parce que chez nous, la réglementation entourant les garderies au niveau de la sécurité, au niveau du personnel, des ratios et tout ça est quand même assez robuste. Donc, les parents sont en confiance que les gestionnaires et les centres ont tout ce qu'il faut pour pouvoir offrir un environnement totalement sécuritaire, mais aussi un environnement qui permet à leur enfant de bien s'épanouir dans un milieu complètement francophone. Donc, la qualité là, dans les services de garderie francophone est très important. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler. On va, dans les prochaines années, on a commencé là, tranquillement dans la dernière année, mais c'est quelque chose qu'on va aller encore plus loin avec les centres pour vraiment bien les intégrer. Par exemple, tout le caractère francophone des garderies est très, très important pour nous, cette transmission linguistique-là. Et je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là pour être encore meilleur là, dans la transmission linguistique qu'on peut offrir à nos enfants, puis l'environnement francophone, là, puis les liens avec la francophonie qui nous entoure aussi. Donc, tout ça est quelque chose sur lequel on va continuer de travailler là, dans les années à venir. Excellent. Bien, merci beaucoup, Marie-André. Très intéressant, tous ces volets de la qualité. Maintenant, on va retourner chez toi, Mireille, en Alberta, et pour nous parler de qualité chez toi. OK. Puis si on prend la perspective d'un entrepreneur, tu sais, j'aborde dans le même sens. La raison d'être des services centralisés, c'est la qualité. Puis pour nous, la qualité se mesure surtout, si on recule en 2016, le constat, puis je pense que mes collègues partagent la même chose, c'est que le roulement de personnel dans les services de garde, une direction de services de garde, si ça faisait pas des années qu'elle était en poste, il y a eu des années, de bonnes années, la qualité était bonne, on change de direction, la qualité baisse, on recrute une nouvelle direction, ça flotte un peu par le temps que ça remonte, là, à quitte, c'est toujours à recommencer. Alors, dans le développement du modèle en Alberta, c'était justement ce qu'on essayait de rendre ça plus stable, d'avoir des changements parce que c'est normal, le roulement, rétention du personnel. Et avec des fournisseurs en garderie milieu familial, il va y avoir énormément de roulement. Dans ce domaine-là, quelqu'un va peut-être gérer une garderie milieu familial pendant une période de 4 à 5 ans, vont peut-être en faire carrière, mais vont peut-être juste le faire durant une certaine période de leur temps parce qu'eux, ils ont peut-être des jeunes enfants à la maison. Ça leur permet d'opérer un service de garde. Alors, ce qu'on cherche à faire en Alberta, c'est vraiment de stabiliser cette courbe qui monte puis qui descend en termes de qualité. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau central, c'est le soutien des gestionnaires qui sont sur le terrain. Ils se rencontrent une fois par mois, puis justement, on veut élargir. Présentement, on regroupe une fois par mois nous, on les appelle des coordonnateurs des sites.
On les regroupe une fois par mois. Ils passent à travers de la pédagogie, des nouvelles réglementations, l'anniversaire de quelqu'un, les hauts et les bas en termes de ressources humaines, les hauts et les bas en termes de gestion des parents aussi. Alors, puis on travaille toujours sur la planification de futures choses et ce qu'il leur faut en termes de développement professionnel. Alors, tu es peut-être seul sur ton site à Wainwright, mais quand tu arrives aux rencontres mensuelles, tu es avec une collègue qui vit la même situation à Airdrie ou à Jasper ou à Canmore ou à Plamondon et sur plusieurs sites à Calgary, Edmonton, etc. Alors, c'est ça, on a un sentiment de, même si on est un employé d'une société de parents à Wainwright, on a quand même un sentiment de faire partie d'un grand groupe. Quand ça vient à l'entrepreneur, il y a comme 3 domaines vraiment de qualité qui sont importants pour eux. Les finances, il faut que je fasse de l'argent, il faut que ça vale la peine que je travaille. Faut que j'aie accès à du développement professionnel. J'aimerais ça avoir des collègues et avoir accès à du développement professionnel. Puis, le 3e, c'est des ressources pour mes parents. Il y a un enfant qui a un problème de comportement. Tu vas peut-être l'avoir pendant 2 ans. Les comportements varient. L'entrepreneur, il faut qu'il soit vraiment un leader pédagogique. Gérer son entreprise, c'est beaucoup. Alors, si on veut vraiment créer des places, puis c'est ça qui va assurer la qualité. Si nos garderies milieu familial ne sont pas de bonne qualité, on ne va jamais être capable de placer un seul enfant dedans. Alors, de centraliser un peu la qualité, offrir ce soutien-là. On a fait une étude justement en partenariat avec le Conseil de développement économique. C'est eux vraiment qui ont mené l'étude. Mais on a fait une étude sur les entreprises privées en Alberta. Et ce qu'on constate présentement dans le modèle qui existe en Alberta, c'est que plusieurs de ces garderies en milieu familial-là, présentement, sont bilingues. Puis là, c'est le portefeuille qui parle. On crée des garderies bilingues parce qu'on n'est pas capable de remplir les places uniquement avec des francophones. Alors, pour l'entrepreneur, c'est important de remplir sa garderie. Mais dans cette même étude-là, ce qui est intéressant, c'est que du côté, on a sondé aussi les parents. Et quand les parents cherchent une garderie, cherchent à placer, la première chose qu'ils veulent, c'est la qualité du français. Alors, ce que l'entrepreneur veut n'est pas nécessairement ce que le parent cherche. Et c'est pour ça que le partenariat avec le Conseil de développement économique et le centre collégial dans toute cette est vraiment important pour assurer la qualité parce que les pensées dans les différents domaines, la pensée d'une éducatrice n'est pas pareille que la pensée d'un entrepreneur. Et lorsqu'on met les deux en un, c'est tout autre chose. Alors, la qualité est dans tout, est imprégnée dans tout, est imprégnée dans la gestion financière, autant que le perfectionnement professionnel, autant que les gestions des comportements. Puis je vais te dire, quand je parle de l'accueil et l'accompagnement du parent, le parent est un partenaire avec l'éducatrice dans le développement de son enfant. C'est pas comment qu'il a dit ça tantôt? J'ai vu un conférencier qui a dit bouteille, vide la couche, quelque chose comme ça. C'est pas juste tout ce qu'on fait, c'est remplir la bouteille puis vider la couche. C'est pas juste ça qu'on fait. C'est le développement de l'enfant, puis tu sais, surtout quand on rentre dans des foyers, des garderies milieu familial, parce qu'on connaît la gardienne la moins chère, c'est la télévision, l'ordinateur, les iPads, les jeux. Et il n'y a rien de ça qui se passe. Il y a de l'apprentissage à faire, il y a beaucoup d'encadrement à faire. Mais c'est ça. Nous, notre approche avec les services de garde milieu familial ou entrepreneur n'est pas différente de celle des OSBL. La qualité doit être consistante un peu partout. Excellent. Bien, merci à vous trois. C'est super intéressant cet échange-là sur la question de la qualité. Puis, on tomberait à ce point-ci dans notre période de questions. J'en ai relevé quelques-unes pour l'instant. Puis Mireille, il y en a une qui t'a été adressée plus particulièrement. C'est à savoir quels sont les services que vous avez centralisés quand tu as présenté un peu le mécanisme en Alberta. Est-ce que tu peux nous donner une petite idée de quel type de services qui ont été centralisés? Je pense qu'on parlait davantage ici de gestion, d'administration, de support finalement que vous donniez là, aux gestionnaires sur le terrain. Vraiment, ça se résume en peut-être 1, 2, 3, 4,
peut-être cinq volets. Premier volet, c'est la pédagogie. On a des conseillères pédagogiques qui sont centralisées. Alors, c'est eux qui offrent tout le soutien à nos coordonnateurs sur les sites en termes de programmation, inclusion, diversité, francisation, construction identitaire. C'est vraiment nos leaders. On a aussi une spécialiste en conformité, puis ça, c'est toute la réglementation qui est comme un cours universitaire. L'Alberta n'est pas différent des autres provinces où ce que les règlements en petite enfance sont vraiment pointilleux. On a un expert en ressources humaines. C'est certain que, puis en finance, on a quelqu'un qui s'occupe, on monte les budgets pour les différentes sociétés, on rencontre les trésoriers, on leur explique leur budget, on leur demande, on fait des recommandations, on soutient beaucoup. Inscription, un employé qui gère, on gère environ 525 inscriptions d'enfants présentement. C'est une personne qui fait ça à l'année longue. Et on a aussi un agent de communication. Alors, site web, information parents, ouverture, fermeture durant COVID, les protocoles, les politiques, procédures, ça nous prend vraiment quelqu'un. Alors, ça, c'est pas mal les services centralisés. Intéressant. Merci, Mireille. Puis peut-être une question, peut-être on pourrait passer 2 minutes là, sur cette question-là. Il y a une autre question qui était posée, c'est celle, est-ce qu'il y a un modèle présentement qui a le vent dans les voiles? C'est-à-dire que là, vous avez présenté différents mécanismes qui sont actualisés dans vos milieux. Est-ce qu'il y en a un qui a les vents dans les voiles? Puis je pense qu'on entendait parler tantôt d'autonomie, de personnalisation. Avez-vous quelques idées à partager sur le sujet? Donc, quand on parle, est-ce qu'il y a un modèle? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vas-y, Marie-André. Oui, c'est ça, je peux me lancer. Ce qu'on voit, ce qu'on voit sur le terrain chez nous, c'est vraiment de développer l'expertise, augmenter la capacité puis développer l'expertise. Mireille parlait de la centralisation. C'est vraiment ça, c'est de ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'il y a une nouvelle garderie qui s'ouvre ou pour chacune des garderies. Là, donc, d'arrêter le chacun pour soi, d'arrêter le travail en silo et de vraiment bâtir l'expertise au sein de la communauté avec des équipes qui sont là, qui sont stables, qui vont être là sur du long terme aussi. Pour qu'on puisse, par exemple, apprendre d'un projet à l'autre. Si on démarre, par exemple, une nouvelle garderie, il y a plein d'apprentissages qu'on fait durant ce projet de démarrage-là, du début du projet jusqu'à la complétion du projet. Donc, c'est vraiment important de pouvoir apprendre de ces expériences-là, puis pouvoir s'améliorer à chaque fois. Donc, si on arrête de réinventer la roue à chaque fois, puis qu'on partage nos savoirs, qu'on partage les bonnes pratiques, qu'on partage l'expertise, puis qu'on bâtit vraiment la capacité au niveau communautaire de pouvoir améliorer puis bien gérer nos garderies, c'est vraiment, je pense que c'est la clé, puis c'est ce qui fonctionne bien. Puis c'est ce qu'on voit, pas juste pour la province chez nous en Colombie-Britannique, mais c'est ce qu'on voit un petit peu partout dans les autres provinces aussi. Merci, Marie-André. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas juste une seule façon de faire, mais il y a des principes de base qui rassemblent, dans le fond, vos différents mécanismes. Et sur ça, on revient toujours à la question, puis tu parlais souvent d'experts, Marie-André, en la matière. Quand on parle de petite enfance, c'est un domaine très complexe. Donc, d'avoir des ressources qui sont là et qu'on peut garder à long terme, c'est certainement là super important dans nos modèles. Il y avait une question, puis peut-être juste une minute là-dessus. Je voudrais vous entendre parce qu'on pourrait passer bien du temps là-dessus, mais quand on parlait tantôt, puis il y a une question qui est posée, justement, est-ce que vous appuyez les garderies bilingues? Puis là, je sais qu'on pourrait passer bien du temps là-dessus, mais rapidement, petit tour de table, qui aimerait prendre la parole là-dessus? Puis si oui ou sinon, comment on assure le volet francophone de ces garderies bilingues? Mireille? Justement, on est en train d'explorer, puis on est à l'étape étude présentement d'une communauté nord d'Edmonton, où ce qu'il n'y a pas présentement de service de garde dans la communauté, puis on veut démarrer une garderie francophone. Mais il y a probablement un besoin chez les anglophones aussi. Et une des choses, puis c'est ça, je pense que c'est le mot bilingue. Puis ça dépend comment qu'on applique bilingue.
Puis je me dis, rien n'empêche à un organisme francophone de gérer un service de garde uniquement en anglais pour les anglophones. Et si les anglophones veulent apprendre le français, ben c'est une garderie francophone. Alors, puis si on n'est pas rattaché aux écoles francophones, on travaille avec les entrepreneurs. Pourquoi qu'une société de parents communautaire pourrait pas, elle aussi, opérer un service de garde en anglais? Mais c'est le bilingue qui pose problème, puis ça, c'est quand que, tu sais, j'en connais, où ce que, justement, on s'affiche comme garderie bilingue, puis justement, les parents, c'est pas ça qu'ils veulent. Tu sais, ils vont dire, je vais parler à cet enfant-là en français, puis à cet enfant-là en anglais, tout dans la même classe, tout en même temps. Il y a trop d'anglais, on sait que ça devient dominant, puis c'est au détriment de l'enfant. Fait que, tu sais, le mot bilingue, ça dépend comment qu'on l'interprète. Puis l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on parle de bilingue? On va parler la moitié de la journée en français, puis l'autre moitié en anglais. Comme, tu sais, on sait que ça, chez les francophones, ça fonctionne pas. Je veux dire, nous, on a une étude qui démontre que c'est pas ça que les parents veulent. Alors, c'est ça. Ça dépend dans le contexte. On peut créer des garderies qui ont double voix, une voix en anglais et une voix en français, mais pas un modèle bilingue où ce que les deux langues sont parlées dans la même locale en même temps. Fait, ça, c'est mon petit deuxième. Ah ben excellent. Ben merci Mireille. Puis j'en profite. Suzanne, je sais pas, 30 secondes? Oui, ben juste Mireille, j'appuie à 100% ce que tu viens de présenter parce que c'est la même situation aussi en Nouvelle-Écosse quand on parlait d'école bilingue, là, ça va pas bien, comme on dit, la flyer, là. Ça fait quand ça vient les centres de la petite enfance, on cherche à des centres qui vont offrir la programmation en français. S'il y a des enfants qui arrivent et qui parlent l'anglais, ben on les intègre pour l'apprentissage de la langue du Excellent, centre. Ben, merci beaucoup, Suzanne. Puis je vois des hochements de tête là, pour tous nos panélistes. Donc, écoutez, j'en profite pour vous remercier pour le généreux partage de vos expériences, de vos expertises. Puis, en tout cas, je vous souhaite les plus beaux succès là, dans l'avenir. Puis, sur ça, je remercie aussi tous les participants. Puis, je vous invite à retrouver l'animateur Corey Loranger dans la salle virtuelle de la prochaine activité pour le spectacle musical offert par Kelly Bado et les Rats du Monde. Donc, merci et à bientôt.